Salut tout le monde, je suis le professeur Sharq Mohamed du lycée Prince Moulay Rachid, Midelt. Ce cours est consacré aux élèves du deuxième baccalauréat sciences, physique, biof. La première unité est intitulée Consommation de la matière organique et flux d'énergie. Il est constitué de deux chapitres. Chapitre 1, les réactions responsables de la libération d'énergie potentielle de la matière organique au niveau cellulaire. Le deuxième chapitre qu'on va voir après, c'est le rôle des muscles squelettiques dans la conversion de l'énergie. On commence par cette petite introduction. Voilà, on va lier entre la photosynthèse et la respiration. Donc, c'est quoi le rôle de la photosynthèse? Vous avez déjà vu ça l'année dernière, mais quand même, on va c'est-à-dire dire son rôle d'une façon brève. Donc, il y a ces deux réactifs-là. Les réactifs qui sont CO2 et H2O vont entrer en réaction dans un organisme cellulaire qui est le chloroplaste. Le chloroplaste, c'est un organisme spécifique des végétaux chlorophylliens. Donc, il a comme rôle de capter l'énergie lumineuse sous forme de photons et va catalyser des réactions qui vont aboutir à la fin à produire de la matière organique et l'oxygène. Donc, ça, ce sont des produits. Donc, vous voyez là, la photosynthèse, ce sont des réactions chimiques. C'est un ensemble, si vous voulez, de réactions chimiques. Donc, la molécule d'organique synthétisée à partir de quoi? À partir des substances qui ne sont pas organiques. C'est H2O et CO2. Et c'est intervention des sels minéraux, mais quand même, à l'origine, n'est pas organique. Donc, cette propriété est caractéristique des végétaux, parce qu'ils synthétisent la matière organique à partir des éléments qui ne sont pas organiques. Donc, ce sont des producteurs. Donc, la photosynthèse, elle est là pour la synthèse de la matière organique. Synthèse de la matière organique. Du côté respiration, vous voyez là les molécules organiques vont s'oxyder en présence d'oxygène. Donc, ça, ces molécules-là et l'oxygène, ce sont des réactifs. Ces réactions-là vont se produire dans un organisme cellulaire, voilà, qu'on appelle la mitochondrie. Donc, c'est la mitochondrie. Voilà, c'est-à-dire cet organisme-là, qu'on va voir dans ce chapitre-là. On va voir son rôle. Voilà. Donc, ces réactifs-là, c'est-à-dire l'oxygène, va oxyder la matière organique, c'est-à-dire va détruire la matière organique, mais cette destruction s'accompagne de la production de l'ATP. Donc, c'est la molécule essentielle utilisée par les cellules pendant leur activité. Mais aussi, il y a production d'une énergie thermique par la cellule. Donc là, on va avoir des déchets. Donc, ce sont des déchets minéraux, donc qui sont le CO2 et H2O. Donc, ce sont les produits de la de la respiration. Donc, la respiration, elle est là pourquoi? Donc, pour détruire la matière organique. D'accord? Donc, c'est la dégradation de la matière organique. Donc, vous voyez là, la synthèse de la matière organique s'accompagne d'une consommation de l'énergie. Ça veut dire que dans ces molécules organiques,
il y a stockage de l'énergie lumineuse sous forme d'une autre énergie qu'on appelle énergie chimique. Pour l'extraction de cette énergie chimique qui est stockée dans les molécules organiques, donc on a besoin de la respiration, qui est un phénomène très important dans la dégradation de la matière organique. De point de vue chimique, vous voyez là des réactions d'oxydoréduction, c'est-à-dire pour la photosynthèse. Vous voyez là le CO2, ces molécules de CO2 vont s'unir, vont s'associer. On a une molécule, voilà. Donc il y a réduction avec gain d'électrons, voilà. Mais quelle est l'origine de ces électrons? C'est H2O. Donc lors de la photolyse de l'eau, il y a perte des électrons. Ces électrons-là sont captés par le glucose, donc H2O va s'oxyder avec perte d'électrons. D'accord? Pour la respiration, on a cette molécule-là qui est le glucose, c'est-à-dire un sucre. Ce sucre-là, il est à l'état réduit. Donc, il va s'oxyder par l'oxygène. Donc, il y a perte des électrons, donc c'est-à-dire il y a destruction du glucose avec perte des électrons. Donc il y a formation de ces molécules de CO2. L'oxygène va accepter les électrons qui sont libérés lors de la destruction du glucose, donc pour former une molécule, pour former l'eau en général. Donc on a ici ces molécules de H2O. Donc pendant ces réactions d'oxydoréduction, il y a cette fameuse molécule qui va jouer un rôle énergétique dans la vie de la cellule. Donc c'est l'énergie qu'on va chercher, comment on va passer de la molécule organique, c'est-à-dire le glucose comme exemple. Il y a aussi les protéines, il y a les lipides qui aussi peuvent donner de l'énergie. Donc, on va voir comment la cellule arrive-t-elle à à détruire le glucose pour synthétiser de l'ATP. On passe maintenant au grand 1, les voies métaboliques de la production de l'énergie au cours de la respiration et la fermentation. Donc, on va voir comment les levures utilisent la respiration et la fermentation pour produire de l'énergie. Donc il y a deux phénomènes qu'on va mettre en évidence, la respiration et la fermentation. Donc j'ai dit l'être vivant unicellulaire sur lequel on va travailler, c'est la levure de bière. On va utiliser le matériel Exao. Le matériel Exao, c'est ce que vous voyez là, donc différents matériels. On va se concentrer sur celui-là. Donc vous voyez là un bioréacteur, c'est-à-dire une sorte de cuvette, comme Erlenmeyer là. On va mettre une solution de levure dans un milieu bien oxygéné. Voilà. Là, vous voyez les deux sondes, celle de l'oxygène, de dioxygène et celle de dioxyde de carbone. Donc, ces sondes vont mesurer au cours du temps la concentration ou bien la variation des concentrations de ces deux gaz dans le milieu, c'est-à-dire dans le bioréacteur. Aussi, on va contrôler, c'est-à-dire le temps où on va injecter le glucose dans le milieu, c'est-à-dire dans le bioréacteur, et on va suivre les variations qui auront lieu. Là, c'est une technique, on peut mettre en évidence l'endégagement de CO2 par l'eau d'eau chaude s'il y a trouble
c'est l'autotrope, c'est-à-dire qu'il y a un dégagement de CO2. Mais c'est difficile pour le dioxygène. Il y a des méthodes plus classiques, mais Hexaro, c'est mieux. 1. Étude expérimentale de la respiration. Donc, on a besoin d'une suspension de levure de bière qu'on va mettre dans un bioréacteur. Les deux centres qu'on a vus, oxygène et CO2, plus une concentration faible de glucose avec 1%, c'est-à-dire 1 gramme sur 100 millilitres. Donc, c'est-à-dire on va diluer au maximum. Activité à réaliser. À partir du document 2, décrivez l'évolution de la concentration de dioxygène et du dioxyde de carbone en fonction du temps. Donc, pour le verbe décrire, c'est-à-dire, vous êtes obligé de s'exprimer en utilisant un langage scientifique. Décrire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on va décrire les variations en utilisant des verbes comme augmenter, diminuer, être constant, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on va voir comment on va décrire le graphique. Grand 2, petit 2, interpréter les résultats obtenus en admettant que la concentration de glucose diminue avec le temps. Expérience témoin prouve le contraire. Déduisez le phénomène cellulaire utilisé par la cellule dans les conditions expérimentales. Pour l'exploitation de ce graphique, on va répondre à la première question, où il y a le verbe d'action d'écrire. Donc, c'est quoi d'écrire? C'est-à-dire, vous allez s'exprimer en utilisant un langage scientifique. Exemple, décrire une variation en utilisant les verbes suivants comme augmenter, diminuer, être constant, etc., etc. D'accord? Donc c'est plus facile, c'est-à-dire il faut toujours connaître le sens des verbes d'action qu'on utilise dans les questions. Pour ce graphique, on va le diviser en deux intervalles de temps. On a cet intervalle-là et cet intervalle-là. Donc on a deux intervalles. Avant l'injection, c'est-à-dire là, avant l'injection de glucose et après l'injection de glucose. Lors de votre réponse, il faut toujours signaler les valeurs numériques du début de l'expérience. C'est-à-dire il faut signaler la concentration de dioxygène et la concentration de dioxyde de carbone. Voilà les deux là. Pour le dioxygène, on était à une concentration de 5,4. Pour le CO2, on est à une concentration de 0,17, c'est-à-dire millimoles par litre. Les deux gaz O2 et CO2 resteront constants dans leur valeur avant l'injection des glucose. C'est-à-dire, au cours de cette période-là, on a toujours pour le glucose 5,4 et pour le CO2, on a 0,17. Mais après l'injection du glucose, vous voyez là, il y a diminution de la concentration de dioxygène d'une façon progressive jusqu'à une valeur nulle en un temps de 6,8 minutes.
environ. Pour le CO2, vous voyez à partir de ce point, c'est-à-dire le point ou bien le temps d'injection du glucose, vous voyez que la concentration de CO2 augmente d'une façon progressive jusqu'à une valeur maximale de 0,37 mmol par litre et en un temps de 6,8 minutes. Pour la deuxième question, interpréter les résultats obtenus en admettant que la concentration des glucose diminue avec le temps. Expérience, témoin, prouve le contraire. Donc, c'est quoi le verbe interpréter? C'est-à-dire, on va donner une signification aux variations qu'on a vues dans la première question, c'est-à-dire de l'oxygène et le CO2. Pour l'expérience témoin prouve le contraire, c'est-à-dire si on n'a pas injecté le glucose, les deux concentrations, c'est-à-dire de dioxygène et de CO2, resteront constantes durant le temps de l'expérience. On voit pour la deuxième question, la levure a consommé le glucose en présence de dioxygène et elle a produit le CO2 et évidemment de l'énergie. Une partie de cette énergie est utilisée par les levures dans leur métabolisme qui leur permettent la croissance et exercer d'autres activités cellulaires. La troisième question. Déduisez le phénomène cellulaire utilisé par la levure dans les conditions expérimentales. Donc, c'est quoi le verbe déduire? C'est-à-dire, on va donner la réponse en utilisant l'information précédente, c'est-à-dire les informations qu'on a rassemblées durant la question 1 et la question 2. La consommation de dioxygène et production de dioxyde de carbone montre que le phénomène cellulaire étudié est la respiration, et évidemment c'est la respiration cellulaire parce qu'on l'a mis en évidence chez les levures qui sont des organismes unicellulaires. Après avoir mis en évidence la respiration cellulaire, on passe à la mise en évidence de la fermentation alcoolique. Pour cela, on recommence la même manipulation précédente, mais avec une suspension qui est mise dans un milieu peu oxygéné, c'est-à-dire un milieu presque anaérobie. Activité à réaliser. À partir du document 2, décrivez l'évolution de la concentration des 4 produits en fonction du temps. Interpréter les résultats obtenus et déduire l'autre phénomène cellulaire utilisé par la levure. Dans ce graphique, on voit la variation de la concentration du glucose en unité arbitraire, la variation de l'oxygène, la variation de CO2 et la variation de l'éthanol au cours de l'expérience. Pour le glucose, sa valeur ou bien sa concentration diminue à partir d'une valeur maximale et diminue progressivement jusqu'à une valeur à la fin de l'expérience. Le dioxygène, elle était une valeur initiale de presque 6 mg par litre. Cette valeur ou bien cette concentration diminue et devient nulle au temps de 100 secondes. Pour le CO2, elle augmente à partir d'une valeur de
3, presque 3, 3,5 mg par litre et augmente progressivement au cours de l'expérience jusqu'à une valeur maximale de 45 mg par litre. À partir de 200 secondes, l'éthanol apparaît dans le milieu et sa concentration augmente progressivement jusqu'à une valeur de presque 33 mg par litre. Pour la deuxième question, interpréter les résultats obtenus et déduire l'autre phénomène cellulaire utilisé par la levure. De 0 à 200, de 0 à 200 secondes, le milieu est aérobie, c'est-à-dire il y a présence de dioxygène. Les cellules consomment le glucose et le dioxygène d'une part et rejettent le CO2 d'autre part. Il y a un rejet de CO2. Elle utilise donc la respiration, donc il y a, c'est-à-dire à partir de façon approximative, donc là elle utilise le phénomène de respiration. À partir de 200 secondes, c'est-à-dire après 200 secondes, le milieu devient anaérobie, c'est-à-dire il n'y a pas de dioxygène, absence totale d'oxygène. Les cellules utilisent une autre voie métabolique. Il s'agit de la fermentation. Donc là, on a la fermentation. Puisqu'il y a production de ce produit-là, qui est l'éthanol, l'éthanol est un alcool. Donc la fermentation, on l'appelle la fermentation alcoolique. Donc vous voyez là, il y a deux phénomènes. Il y a la respiration cellulaire et il y a la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique s'accompagne toujours par production de cette matière organique qui est l'éthanol, donc c'est un déchet, et s'accompagne aussi de la production de CO2. Après avoir mis en évidence la fermentation alcoolique, on va mettre maintenant en évidence un autre type de fermentation, c'est la fermentation lactique. On va mettre du lait frais dans un becher et on effectue des mesures de pH durant 10 jours. Les résultats enregistrés sont représentés sur le graphique du document suivant. Analyser et interpréter les résultats enregistrés. Pour l'analyse, vous voyez là que le pH du lait est à 6,8. Elle reste constant dans cette valeur durant 2 jours. Mais après 2 jours, vous voyez que le pH diminue progressivement jusqu'à 4,8 et elle reste stable dans cette valeur durant le reste du temps de l'expérience. Pour l'interprétation, vous voyez là que l'acidité du milieu augmente, c'est-à-dire le milieu devient acide. Donc c'est un milieu, c'est-à-dire le milieu devient acide.
Donc, la question qu'on pose maintenant, c'est devient cette acidité dans le lait qui change aussi l'aspect du lait, de l'état liquide à l'état presque solide. Dans le lait, il y a une matière organique riche en énergie qu'on appelle, c'est le sucre du lait qu'on appelle le lactose. Ce lactose, elle est transformé en un acide qu'on appelle acide lactique par l'intervention des bactéries qu'on appelle les lactobacilles présents dans le lait d'une façon naturelle et qui sont responsables de l'apparition de cet acide lactique parce qu'elle consomme le lactose comme une source, d'énergie et rejette un déchet organique qu'on appelle l'acide lactique. Cet acide lactique sera le responsable de la coagulation du lait en un produit qu'on appelle un lait caillé, c'est-à-dire il devient un peu solide. On a vu que une cellule de levure peut, selon les conditions du milieu, faire soit la fermentation, soit la respiration. Pour déterminer la localisation de chaque phénomène, on compare ce microscope électronique une cellule prise d'un milieu aérobie avec une cellule B prise d'un milieu anaérobie. Les résultats sont sur le document suivant, sur la page suivante. La première question, à partir de la comparaison de la cellule A, voilà cette cellule A et la cellule B, déterminer l'organisme cellulaire qui peut être impliqué dans la production de l'énergie en milieu aérobie. J'ai mis là le verbe d'action déterminé pour moins mémoriser sa signification. C'est quoi déterminer? C'est-à-dire on va chercher les indices de la localisation de la fermentation et la respiration chez les deux cellules, c'est-à-dire la cellule A et la cellule B. Deuxième question, déterminer à partir du document 5 la localisation de la respiration et la fermentation. Sur ce document, on va comparer la cellule A extraite des milieux aérobies avec la cellule extraite d'un milieu anaérobie qui est la cellule B. Vous voyez déjà la taille, donc une cellule A appartenant à un milieu aérobie présente toujours une grande taille et le contraire pour la cellule extraite d'un milieu anaérobie. Vous voyez là quelques organites, voilà, qui sont en grand nombre, voilà, par comparaison à la cellule B qui sont en petit nombre. Donc ces organismes sont les mitochondries. Voilà. Donc ils sont présents en grand nombre dans la cellule en milieu aérobie et en petit nombre dans la cellule en milieu anaérobie. De point de vue structure, la mitochondrie a une structure caractéristique, voilà, avec des crêtes bien visibles. Donc cela, c'est un témoignage du bon fonctionnement de la mitochondrie. Par contre, dans un milieu anaérobie, la structure de la mitochondrie, elle est mauvaise, c'est-à-dire elle ne présente pas sa caractéristique-là, c'est-à-dire la présence des crêtes. Et en même temps, sa forme, elle est, comme elle est là, elle est moche, c'est-à-dire elle est mauvaise. Donc il n'y a pas de crête, ça veut dire que la mitochondrie n'est pas fonctionnelle. Donc c'est-à-dire pendant
la fermentation, on n'a pas, besoin de cette organite. Donc, on répète. Il y a la différence au niveau de la taille de la cellule. C'est-à-dire la cellule en milieu aérobie, elle est de grande taille. Le nombre de mitochondries est élevé dans la cellule en milieu aérobie. Et le contraire pour la cellule B en milieu anaérobie. Pour la structure de la mitochondrie, il est présent des crêtes. Par contre, les mitochondries en milieu anaérobie ne présentent pas de crêtes. Pour déterminer la localisation de la respiration et la fermentation au niveau de la cellule, on va exploiter ce document-là. Mais avant, on va donner les noms aux éléments figurés sur cette cellule. Là, vous connaissez la membrane cytoplasmique. Le noyau, le cytosol égale hyaloplasme, mitochondrie, je signale que le cytosol plus les organites cellulaires constituent ce qu'on appelle le cytoplasme. Donc, le cytosol, c'est la partie translucide, riche en enzymes, en nutriments, en eau, essentiellement, du cytoplasme. Mais plus les organites, donc il y a d'autres organites, donc vont composer en ensemble ce qu'on appelle un cytoplasme. Maintenant, on va suivre la destination ou bien le sort de glucose dans la cellule. Le glucose va subir la première dégradation, qui est un ensemble de réactions biochimiques, voilà, qui démarre dans le cytosol. Donc, c'est une étape commune à la respiration et la fermentation. C'est-à-dire la fermentation et la respiration ont c'est-à-dire une phase qui les précède, c'est la glycolyse. Donc, il est commune à toutes les deux. La fin de la réaction de la glycolyse donne deux molécules organiques, c'est-à-dire deux acides pyruviques, chacune contient 3 carbones. C'est-à-dire le glucose là, le glucose, il contient 6 carbones. Si on a un milieu anaérobie, c'est-à-dire cet acide pyruvique va se transformer soit en alcool éthylique ou acide lactique. Donc, c'est-à-dire, il va subir la fermentation. Voilà, fermentation. Donc, c'est-à-dire, la fermentation aura lieu ou bien se passe dans le cytosol. Si on peut maintenant donner une définition de la fermentation, c'est l'ensemble des réactions qui commencent par la glycolyse et se terminent
par la formation des composés organiques riches en énergie, soit l'alcool éthylique ou acide lactique. Si le milieu est aérobie, l'acide pyruvique entre dans la mitochondrie et grâce à l'arrivée de D-oxygène, on aura dégradation complète de l'acide pyruvique en CO2 plus H2O. Et évidemment, il y a production d'énergie. On peut définir maintenant la respiration comme un phénomène cellulaire au cours de lequel il y a dégradation complète, de la matière organique, c'est-à-dire le glucose, en présence de dioxygène avec libération de dioxyde de carbone, H2O et de l'énergie. Sa dégradation débute dans le cytosol, voilà, c'est la glycolyse, et se termine dans la mitochondrie. On va créer maintenant, si vous voulez, une page, le bilan de chaque phénomène. Pour la respiration, donc on a parlé de la dégradation complète du glucose. Donc on va mettre C6H12O6 plus 6O2, ça donne 6CO2 plus 6H2O plus énergie. Pour la fermentation, voilà, on va parler du 2. Donc on a la fermentation, ou bien on va mettre chaque fermentation à part. La fermentation alcoolique. Point. Donc le glucose se dégrade en anaérobiose, c'est-à-dire dans un milieu pauvre en oxygène. O6 va se dégrader en éthanol, c'est-à-dire alcool éthylique, en éthanol. Là, c'est mieux de mettre la formule chimique. Voilà. On a CH3, CH2OH, plus CO2, plus énergie. Donc, je préfère la mettre E1 pour l'énergie récupérée à partir de la dégradation complète des glucoses. On a oublié 6. Là, je vais mettre 2. On va équilibrer par ajouter 2 là et 2. Pour la fermentation lactique, on a C6H12O6,
toujours en anaérobiose. On aura l'acide lactique CH3, CHOH, COH, plus énergie, c'est E2. Donc on a ici, c'est deux acides lactiques. Comparaison des deux de E1 à E2, on a E1 est très supérieur à E2 qui est égal toujours à E2 prime. Voilà, c'est le bilan de la respiration, de la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Les étapes de la glycolyse. On a vu que le glucose, lorsqu'il entre dans le cétosol, il va se dégrader par un ensemble de réactions biochimiques qui aboutissent à la fin à la formation de deux molécules d'acide pyruvique. Activité à réaliser. Première question, décrire à partir de l'exploitation du document 6 les étapes de la glycolyse suivant les types de réactions chimiques, biochimiques et leur but. Donner le bilan chimique et énergétique de la glycolyse. Montre à partir de document 7 l'importance de la respiration et la fermentation dans l'oxydation de NADH+, sachant que le nombre de NAD+, est limité dans le cytosol et la mitochondrie. Donc vous voyez là que la glycolyse se déroule selon 3 étapes. La première, la deuxième et la troisième. Donc on va voir la caractéristique de chaque étape et on va décrire, c'est-à-dire la caractéristique de chacune. Donc d'après le document précédent, on peut définir directement la glycolyse, c'est quoi? Est l'ensemble des réactions d'oxydoréduction qui se déroulent dans le cytosol et dégradent le glucose en deux molécules d'acide pyruvique. On peut la subdiviser en 3 étapes. Donc, on va faire un petit rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Donc, la première, c'est l'oxydation. Alors, c'est une réaction qui se caractérise par une perte des électrons. Exemple RH2 par réaction d'oxydation, on aura R plus 2H plus 2 électrons. Pour la réduction, voilà, ces réactions qui se caractérisent par un gain des
des électrons. Voilà, on peut mettre, c'est la réaction inverse, c'est-à-dire R plus 2H plus 2 électrons, ça donne RH2. Donc, on a cette molécule-là qui est à l'état réduit, donc elle va être oxydée. Là, elle est à l'état oxydé, donc elle va être réduite. Donc, c'est une réaction de réduction. Aussi, on a, c'est-à-dire les deux molécules là qui sont très importantes. Donc, la molécule riche en énergie, on a pris l'exemple du glucose, la molécule d'ATP, voilà. Donc, pour le glucose, on va voir au cours des réactions de la glycolyse quelques notations. Exemple, glucose 6-phosphate, etc. Donc, je veux seulement éclaircir l'origine de ces nombres, voilà, ou bien de ces chiffres. On a ici le carbone 1, carbone 2, 3, 4, 5 et le carbone 6. On peut avoir exemple du glucose 6 phosphate, c'est-à-dire que le phosphate, un phosphate, elle est portée par le carbone 6. Donc ce carbone 6. On aura aussi le fructose. Le fructose 1,6 phosphate. Ça veut dire que le carbone 1 porte un phosphate, le carbone 6 porte le deuxième phosphate. Donc là, donc on a deux phosphates, donc fructose 1,6 diphosphate. Donc on va ajouter 10 pour 2 phosphates. Pour la molécule d'ATP, elle est composée de 3 groupements. On a ici c'est l'adenine, c'est une base azotée. On a ici un sucre, c'est un ose. Donc on a adénosine. On a adénosine, c'est-à-dire adénine plus un sucre, plus triphosphate. Donc on va écrire adénosine triphosphate. Donc là, j'ai un premier phosphate. Donc on l'appelle AMP, c'est-à-dire un seul phosphate, donc adénosine monophosphate. Si on en a deux, on a l'ADP, c'est-à-dire adénosine diphosphate. Si on a trois, donc on a adénosine triphosphate.
On passe à la première étape de la glycolyse, c'est l'activation du glucose par phosphorylation. Le glucose à ces carbones fixe deux groupements phosphate. Il y a deux ATP, c'est-à-dire il y a consommation d'énergie, il y a consommation de deux ATP. Selon la réaction que je vais écrire là, donc j'ai ATP plus H2O, c'est-à-dire il y a hydrolyse de l'ATP, en ADP plus PI. Donc l'énergie libérée sert à libérer, c'est-à-dire sert à lier ce phosphate inorganique au glucose et au glucose et phosphate, et on a formation d'un fructose 1,6 diphosphate. Donc c'est une période de consommation de l'énergie, c'est-à-dire on a moins de ATP. La deuxième étape de la glycolyse, c'est le clivage, c'est-à-dire la division du fructose 1,6 diphosphate en triose phosphate, qu'on appelle glycérylate 3-phosphate, et formation des transporteurs de protons et d'électrons. Donc, il y a division de fructose 1,6 diphosphate en glycéraldéhyde 3-phosphate à 3 carbones, c'est-à-dire on a deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Ce dernier, c'est-à-dire le glycéraldéhyde, va subir une déshydrogénation, ce qui va permettre la réduction de NAD+ en NADH+, selon la réaction suivante. Donc là, je vais la écrire là. NAD plus 2H appartenant au glycéraldéhyde 3-phosphate, plus 2 électrons appartenant au glycéraldéhyde 3-phosphate, ça donne le NADH+. Donc on aura une molécule oxydée, mais riche en énergie, c'est celle-là, c'est acide glycérique 1,3-diphosphate. Donc c'est une molécule riche en énergie. La troisième étape de la glycolyse, c'est synthèse du pyruvate et formation des molécules riches en énergie. Chaque molécule de l'acide glycérique, glycérique 1,3-diphosphate, cède, c'est-à-dire donne ces groupements phosphate à deux ADP. Donc là, on a un ADP, un ADP. Donc chaque molécule de l'acide glycérique, 1,3-diphosphate, va donner ces phosphates à cet ADP et cet ADP là. Donc on aura formation de 2 ATP. On va écrire la réaction là. On a pour les deux, donc on va aller pour les deux acides glycériques 1,3-diphosphate. Donc on a 4 ADP. On a 1, 2, 3 et 4. Plus, on a dit acide glycérique 1,3-diphosphate, donc on a 2. Donc on a 4 PI. Et donc ça donne 4 ATP. Voilà, donc c'est une période, ou bien c'est une étape de la synthèse, ou bien de la formation de l'ATP, avec formation d'une molécule organique appelée acide pyruvique qui est riche aussi en énergie.
Donc on aura comme bilan de cette étape-là, on a formation de 4 ATP plus 2 acides pyruviques, c'est-à-dire 2 CH3, CO, COH. Donc on va déterminer le bilan chimique et énergétique. Donc on commence par le bilan brut. On a le glucose c'est C6 donc j'ai C6H12O6 plus 2 ATP plus 2 NAD plus 4 ADP plus 2 PI et ça donne 2 acides pyruviques plus 2 ADP plus 2 NADH H plus 4 ATP. Donc on va simplifier. On a 2 ADP. Donc on va rectifier. Donc on va écrire 2 ADP. On a 4 ATP. Donc on va mettre 2 et on va simplifier par 2 ATP. Donc on va réécrire ce bilan-là. On a C6H12O6 plus 2 NAD plus 2 PI plus 2 ADP, c'est-à-dire 2 ADP, ça donne 2 CH3, COH, plus 2 NADH, H plus 2 ATP. Pour la troisième question. Pour la continuité de la glycolyse. Pour la continuité de la glycolyse, il faut la régénération de NAD+ dans le cytosol parce que leur quantité est faible, donc c'est-à-dire il n'y a pas synthèse de NAD+. Donc il faut une régénération pour la continuité de la glycolyse. Donc on aura comme réaction
initiale. On a le glucose qui va se transformer en deux acides pyruviques. On va ajouter là un 2, c'est-à-dire deux acides pyruviques avec formation de deux ATP et de NADH, HH+. Donc la question qu'on va poser, c'est pourquoi la fermentation. La fermentation, elle est là pour l'oxydation de NADH, en NAD, NAD+. Donc il y a un transfert des hydrogènes et des électrons vers l'acide pyruvique, ce qui va le réduire en CH3, CH2, OH, COH, c'est-à-dire en acide lactique. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire il y a transfert de la même façon. Il y a oxydation de NADH H+ en NAD+, donc c'est-à-dire c'est la régénération aussi de NAD+. Ce NAD+, va prendre la relève pour l'oxydation d'un deuxième glucose, d'un troisième, etc. Donc, la continuité de la fermentation, c'est-à-dire soit production de l'acide lactique ou bien de l'éthanol, elle est obligatoire pour toujours régénérer le NAD+, afin de faire circuler, de faire en marche toujours la glycolyse. Voilà, là, on a la glycolyse. Pour la réaction, donc, c'est très simple. On a CH3, c'est pour l'acide pyruvique de liaison, COH. On a le transfert des hydrogènes de NAD+, plus les électrons. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on va mettre là plus 2H+, plus 2 électrons. Ce sont les hydrogènes et les électrons de NADH, H+, qui se trouvent dans les cytosols. Donc, c'est de là. Donc, il y a un transfert des protons H+, vers le carbone et l'oxygène, c'est-à-dire on va éliminer, c'est-à-dire cette double liaison. Donc, on aura 2-. Les hydrogènes vont combler ça. On aura plus les électrons. Voilà. Il y a aussi les électrons qui vont accompagner le déplacement ou bien le transfert des hydrogènes. Donc on aura CH3, voilà, CH, OH, c'est-à-dire cette H, le deuxième H avec l'oxygène. Donc on aura CH, OH, et on aura ce COH. Ça, c'est pour la formation de l'acide lactique. Pour la formation de l'éthanol, on a CH3 de la même façon, c'est-à-dire on va éliminer la double liaison. Donc on aura O, moins, avec élimination
Voilà, élimination de COO, donc ça donne le CO2. Donc on va mettre là, plus CO2. Donc il nous reste quoi? CH3, CO. Donc on va capter les hydrogènes de NADH, H+. Donc on va former CH, c'est-à-dire CH OH plus le deuxième hydrogène, c'est-à-dire celui-là. Donc on va mettre là le 2. Donc plus CO2. Voilà. Donc c'est l'éthanol. Donc on a là, c'est l'éthanol. Là, c'est l'acide lactique. Donc cette fermentation, elle est très importante, elle est obligatoire pour recycler le NAD+, qui est très important dans l'hydrolyse dans la glycolyse du glucose. De la même façon, il y a la réoxydation des transporteurs d'hydrogène et d'électrons dans la mitochondrie, donc ce qui va régénérer le NAD+, et autres transporteurs d'hydrogène et d'électrons qu'on va voir lors de la dégradation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie. Merci, jusqu'à la deuxième partie de ce chapitre.